Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Ça y est, les proposals commencent à sortir autour de cette thématique que j'avais promis de couvrir, que j'avais repoussé un maximum étant donné le flou artistique nécessaire, on l'a dit, hein, par rapport à un modèle décentralisé. Il doit y avoir des discussions d'ordre démocratique, c'est-à-dire des avis contraires qui se confrontent sur des fonds d'arguments, hein, pas évidemment, comme d'hab, de juste se cracher à la gueule pour imposer sa vision. Ça, c'est le modèle centralisé. Donc, Dieu sait que ça a fait couler de l'encre, cette proposition Atom 2.0, depuis déjà maintenant pas mal de temps, puisque ça date pratiquement d'un mois, là, à la date actuelle. Euh, le white paper ainsi que ses composants ont été discutés en long, en large et en travers au sein du dernier Cosmoverse. Bref, un mois plus tard, c'est toujours aussi confus, on va pas se mentir. Et pour ma part, certains voient ça comme quelque chose de très négatif. Moi, je vois ça au contraire comme quelque chose d'extrêmement positif. J'attendais simplement que, on va dire, les camps se forment au vu d'une élection qui sera, comme le veut la tradition décentralisée, faite par les stakeholders. Tout simplement, les gens qui détiennent les jetons Atom voteront en leur âme et conscience. Donc le but pour moi aujourd'hui, c'est clairement pas d'essayer de trancher via une réponse. Si c'est ce que vous attendez dans cette vidéo, navré, ce sera probablement pas le cas. Il va de soi que, comme toujours, je ferai transpirer mes avis personnels au milieu de ce truc-là, tout en essayant de rester le plus objectif possible. Donc, je vais essayer de vous faire le schéma, c'est-à-dire essayer de faire une vidéo pour vous donner le minimum qu'il y a à savoir pour voter en âme et conscience sur les premiers proposals qui viennent de sortir. Premier avertissement, ces proposals n'ont aucune valeur définitive. Donc, attention, ce n'est pas maintenant que se décide l'avenir de Cosmos. Mais on commence à consulter la partie stakeholder, c'est-à-dire on commence à émettre les premiers votes pour structurer derrière ce vote. Donc, comme tout vote, on va avoir entre guillemets deux partis dominants qui ont mis du temps à se structurer, mais dont, si je dois en faire le résumé de l'essentiel de ce que vous avez à savoir aujourd'hui, ça se résume entre ce qu'on va appeler à partir de maintenant Atom 1 et Atom 2. Atom 1 défendu plutôt par la version minimaliste du Cosmos Hub, version Jake One, qui a des arguments extrêmement intéressants et on en parlera bien entendu. Et de l'autre côté, la version Atom 2.0 défendue plutôt par plusieurs personnes au sein du Cosmos Hub, comme Jack Sampolin que vous voyez au-dessus, Zaki Manian, mais on n'est pas sur une version monolithique. Hein. C'est vrai que la perception que j'ai souvent eue, c'est fait chier, la version de Zaki, c'est bien, mais c'est la version de Zaki. Non, il y a des dizaines de personnes encore une fois derrière. Hein, prenez cette structure. Il était normal qu'il y ait entre guillemets deux partis politiques qui s'opposent. Et comme toujours, pour ma part, la vérité se trouve au milieu. Donc, il s'agit de comprendre que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être de constituer des partis, de regarder la représentativité de chacun dans les votes des stakeholders. C'est plutôt une proportionnelle qui est en jeu ici dans ces premiers votes, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'avoir une vision polarisée, mais simplement, donc au contraire, d'avoir une vision dans la nuance. Ce qui va être important ici, c'est que surtout pas, justement, une de ces deux visions ne se détache de façon significative par rapport à la précédente. Enfin, par rapport à l'opposé. Au contraire, pour ma part, la réalité doit se trouver dans le débat qui, pour ma part, devrait durer longtemps. Voilà. On va avancer donc un petit peu plus dans ce truc-là. Je voulais juste vous faire mesure de cette introduction longue et fastidieuse pour que déjà au moins on sache de quoi on va parler ici. D'accord? Atom 2 n'est pas du tout sur la table. On n'en est que dans les phases préliminaires de pondération. On tâte la température des stakeholders à la proportion évidemment de leur détention de tokens Vatom. Mais on va le dire et on en parlera ici, l'intérêt de cette discussion autour du white paper de ce qui sera à la fin Atom 2.0 et qui incorporera, à mon avis, une partie de ce white paper initial dont on va discuter aujourd'hui et dont on va se servir de base, et probablement des retocages venant de la phase précédente, plutôt, on va dire, minimaliste pour le Cosmos Hub, Atom 1 et les propositions de ce dernier. Voilà, allons-y donc, c'est parti. Le résumé de l'essentiel, en l'état actuel des choses. Deux votes qui représentent deux choses différentes. Donc, comme toujours, prenez le temps de lire, d'accord? Un premier, ici, qui va servir à constituer la base de l'adoption. Et pour ma part, il me semble que c'est plutôt pas mal. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi ça vote non pour l'instant, mais on n'est qu'à 8% de turnout. Mais le principe ici est simple. C'est de dire, quoi qu'il se passe, si on doit toucher le tokenomics, l'inflation, la gouvernance ou les principes d'adoption d'une constitution, ceci, et pour chacun des paramètres, ne peut être voté qu'à une supermajority, c'est-à-dire 2/3 des atomes stakés. Donc effectivement, c'est assez extrême, mais pour ma part, c'est ce qui permet d'assurer qu'un compromis a été trouvé. Ça ne
m'invite à penser que ça va donner une chose en particulier, c'est-à-dire ça va clairement repousser le vote final de cette constitution, modèle de changement du tokenomics et des différents pools de gouvernance dont on va parler, puisque chacun de ces secteurs-là sont impactés dans la transition de cet atome 2.0. Bref, d'un atome actuel vers l'atome de demain. Transition, encore une fois, extrêmement nécessaire. Il ne s'agit absolument pas de rester dans l'immobilisme. Atome doit changer, on l'a dit, on l'a redit. Cette proposition est absolument nécessaire. Ce qui est aussi nécessaire, c'est qu'on prenne le temps de discuter correctement pour trouver une vraie forme d'expression démocratique dans toute la beauté du compromis. Donc ne cherchez pas des solutions simples. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement de dire si on arrive à s'accorder sur 2/3 des votants, d'accord, une vraie supermajority, il me semble qu'on aura quelque chose de très consensuel. C'est pour ma part très difficile à obtenir, surtout vu qu'on a déjà des camps qui se dessinent. Donc il s'agit de comprendre qu'il faudra apprendre dès le début à mettre un peu d'eau dans son vin. On n'est pas ici, comme on dit, dans une vision monolithique, un camp s'impose au-dessus de l'autre. Ce serait d'ailleurs pour ma part la pire des solutions dans cette situation. Donc pour moi, ça clairement, en âme et conscience, je voterai oui à cette proposition, puisqu'elle me semble être le garant qu'on ne passera rien de force, on passera rien en 49.3, entre guillemets. Donc pour ma part, très bénéfique, ça veut surtout dire aussi qu'on est en train de placer la barre de l'adoption de cette constitution très très haut. Il va falloir une 2/3, donc une vraie supermajority, il va falloir trouver des compromis de tous les côtés. Mais pour ma part, c'est plutôt bon signe, je préfère une négociation longue plutôt qu'une négociation forcée. Mais là, vous voterez en votre âme et conscience. 2/3, c'est aussi le risque de l'immobilisme. Comme on l'a dit, si on n'arrive pas à trouver cette supermajority, il se passera peut-être même rien du tout, et ça, ce serait très dommageable également. Donc ça ne se paie pas sans risque. Votez en votre âme et conscience sur cette dernière. Je vais laisser transpirer mon choix personnel, et on en verra bien le résultat de ce vote. Là, on est sur le premier proposal. Alors normalement, il y en aura deux, puisque comme je vous l'ai dit, la version Atom 1 va probablement mettre en place, elle aussi, son white paper, et on va voter pour les deux. Comme je vous dis, l'intérêt, c'est de comprendre qu'il faudrait une supermajority tout de suite pour que le Cosmos Hub, dans cette version-là, soit adopté. Et surtout, encore une fois, ici, nous ne sommes pas sur un proposal qui met en place, d'accord? Ce qu'ici, c'est que à ce moment-là, d'accord, vous exprimez votre volonté à ratifier les contenus de ce truc-là. Absolument pas leur application. D'accord? Si vous votez oui à ce truc-là, c'est que vous dites que ce qu'il y a dedans vous convient dans son état actuel. Si vous votez non, on vous invite à dire non, pourquoi? D'accord? Non, et je vais dans les Cosmos Hub Forum, là où toute la discussion démocratique va se passer, et on fait des compromis, etc., etc. Il est fort à penser qu'on aura d'autres proposals, par exemple Cosmos Hub version 1.3, etc. Où à chaque fois, si le vote c'est non, on va demander pourquoi, et on va éventuellement retoquer jusqu'à ce qu'on ait cette fameuse probabilité d'obtenir une supermajority. Donc il s'agit encore une fois de comprendre que pour ma part, c'est une discussion asymétrique, puisque comme on l'a dit, il y a de toute façon une volonté de l'autre côté, de minimalisme, et ça fait un peu, il faut rester à ce qu'on avait fait avant. Pour ma part, c'est hors sol, il va falloir de toute façon évoluer. Ce qui est assez bien, c'est que la version de Jae Kwon, enfin en tout cas qui est représentée aujourd'hui par Jae Kwon, qui ne représente pas que lui du tout, a aussi des propositions à faire en avancement. Il ne s'agit pas juste de dire on ne touche rien. Comme on l'a dit, la question va être d'orienter le débat dans un côté plus que l'autre. Il me semble que d'ores et déjà, ce débat s'oriente effectivement un petit peu plus dans le sens de la vision proposée par Zaki Manian et autres. Par contre, cette vision a déplu à énormément de gens, moi y compris, et ils ont déjà commencé à retoquer certaines parties de ce truc-là. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Cosmos Hub V1 et V1.2 pour cette vision donc, du Cosmos Atom 2.0 proposé et qui a donc déjà été retoqué en partie par rapport à ce qui a été proposé il y a de ça un mois lors du Cosmoverse. Ok, bon, on a fait état des lieux, on va commencer à rentrer dedans un petit peu, enfin quand même. Donc voilà le délire, on a les deux protagonistes. D'accord, donc une vision Atom 1 représentée par Jae Kwon, une vision Atom 2 représentée par Zaki Manian, chacun n'étant évidemment pas une vision monolithique de sa propre chose, mais un ensemble de personnes s'identifiant via derrière deux gros projets. Donc il y a deux visions qui vont se confronter, et le but étant de placer un curseur au milieu, qui se feront donc, comme toujours, la version 2, la version 1, et on va placer le curseur au milieu. Un peu plus 2, un peu plus 1, pour savoir dans quel sens on avance. Quels sont les projets qu'on doit développer avec plus de détails. Est-ce qu'on tire plutôt vers la vision Jae Kwon, ou est-ce qu'on tire plutôt vers la vision Zaki Manian?
Sans me mouiller, je pense qu'on tire plutôt vers la version de Zaki, mais la question est où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce qu'on prend tout comme ça à la directe, alors qu'il y a beaucoup de dissensions par rapport à pas mal de protocoles qui sont proposés dedans? Bah, à mon avis, non. Donc la question va être de quel côté on place le curseur? Est-ce qu'on est vraiment à fond Zaki version Atom V1.2, ou est-ce qu'il faut retoquer encore plusieurs fois? Mon avis étant qu'on va plutôt effectivement tendre vers pas mal de retoquage, mais l'avenir nous dira. Voilà où on en est. Ok. Alors allons-y, on continue. On prend donc ce Cosmos Hub retoqué. Donc ce qui est assez intéressant là-dedans, et il y a vraiment des choses extrêmement intelligentes, je ne vais pas rentrer dans l'extrême détail de vous expliquer tout ça, parce que franchement il faudrait 1 heure pour chacun des composants. Mais il s'agit de comprendre, donc pour faire état de fait ici, je vous laisserai éventuellement regarder les vidéos des différents protagonistes qui les expliqueront beaucoup mieux que moi, et comme on le fait toujours de toute façon dans cette chaîne, l'information qui est publique et assimilable facilement, je ne vous la redonne pas puisque ça ne sert à rien, ce serait encore une fois remâcher et recracher un truc qui est déjà probablement mieux fait ailleurs. Donc, on va essayer ici de vous apporter, pour ma part, les choses un petit peu plus dans la nuance et ce qui se passerait un petit peu en dessous de l'iceberg, avec toujours une vision qui m'est propre, c'est-à-dire très économique, marché, etc. Donc il y a un angle de lecture, clairement, et il est pleinement assumé. Alors pour moi, donc, et là j'insiste bien, c'est ma vision, il y a plusieurs choses qui ressortent de ce Cosmos White Paper. Du bon, du moins bon évidemment, et on va essayer de discuter de tout ça avec objectivité. Évidemment, comme je dis, il y a des interprétations personnelles et vous êtes libre de ne pas être d'accord, c'est toujours le même délire. Mais bon, vous m'avez demandé pour la plupart quelle était ma vision de ce truc-là, et je vais essayer donc de vous l'apporter avec les nuances qui vont avec. Donc, le changement principal pour moi, et c'est le grand big change de la vision Zaki-Mannion, et on fera donc, comme je vous dis, une deuxième vidéo sur la version Atom 1. Aujourd'hui, on se concentre sur Atom 2. Social Coordination Technology, pour vous faire simple, en fait, pour moi, le Cosmos Hub, dans cette vision proposée dans le White Paper V1.2, c'est un changement radical de la vision du Cosmos Hub qui se politise assez profondément. Donc, pour ma part, ici, il va y avoir un juste milieu à trouver, puisque je trouve qu'effectivement, la première des versions de ce truc-là est très politique. On va le revoir ressortir à plein de niveaux dans ce white paper. Le Cosmos Hub, dans sa vision très neutre, très essentielle et pure, défendue principalement en plus par le camp Jake One, concrètement ici pète une durite, puisque là on commence à introduire des notions de politique, donc d'intervention, d'ordre, encore une fois, politico-économique. Donc clairement il y a des incidences et elles sont nombreuses. Pour ma part, c'est un peu trop politique, et on va en parler un peu plus en détail quand on descendra sur les trucs. Évidemment, ils ne se sont pas limités à faire une partie politique, même si elle est très proéminente. Pour ma part, la volonté politique, mais exprimée à travers des actions économiques, ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc pour moi, toute la partie politique, je dis, à mon avis, il y aura beaucoup de débats là-dessus, et c'est là où ça risque de poser problème. Mais sur la partie technologique, c'est-à-dire quels sont les apports technologiques, malgré leur volonté politique, on verra, il y en a certainement une en plus de ça, qu'il y en a beaucoup, on retrouvera donc l'Interchain Security, qui a déjà fait beaucoup couler d'encre, mais encore une fois, celle-là, tout le monde semble d'accord pour dire qu'elle sera purement bénéfique au Cosmos Hub. C'était de toute façon le minima, comme on l'avait dit. S'il n'y avait pas de transition du Cosmos Hub dans son modèle économique de airdrop, etc., c'était de toute façon nul et non avenu, et le jeton Atom allait tirer à terme vers zéro à cause de son inflation. Donc on le savait, et on en avait déjà discuté dans les vidéos précédentes, il y a deux choses qui devaient être inhérentes à la transition de Cosmos et qui est associée encore une fois ici à un timer. On ne peut pas attendre indéfiniment. Timers qui sont donc de dire de toute façon le reste du marché avance, donc si Atom ne revoit pas son tokenomics avec, ça va poser problème, il faut qu'il revoie sa position dans son écosystème. Il y a le problème de la capture de valeur qui est inhérente à Atom depuis son premier jour, et on l'avait dit, certains voient ça comme quelque chose de très mauvais, moi je voyais ça au contraire comme ce qu'on appelle le chemin de la moindre résistance, c'est-à-dire l'écosystème qui s'imposerait, c'est celui qui imposerait le moins de résistance économique, le moins de friction économique à son adoption. Donc moi j'ai toujours vu ça comme au contraire un facteur plutôt positif que l'inverse. Mais d'autres avaient des visions différentes et on peut tout à fait le comprendre. Il n'y avait aucune garantie ni sécurité dans le modèle économique d'Atom, on en a parlé dans les précédentes vidéos, tout ce modèle de airdrop et tout ça n'a jamais été écrit dans le marbre. Et on a dit, et on l'avait vu aussi dans les vidéos suivantes, ce modèle est voué à l'échec. Il ne pourra pas durer avec la scalabilité, donc, là encore une fois, on a un timer. Il faut agir et transitionner le Cosmos Hub, c'est essentiel.
Parmi ces transitions, donc l'Interchain Security, ça fait déjà longtemps que c'est sur la table. On est ici sur une solution technique qui, en soi, n'a qu'à montrer qu'elle fonctionne. Alors, on a 3 étapes. On a le Shared Security V1, qui sera ni plus ni moins que de finir la vision d'Atom dans son white paper initial, c'est-à-dire devenir un fournisseur de sécurité pour des projets alignés. Autrement dit, ici, on a donc tous les projets qui ont déjà annoncé le fait d'utiliser pleinement le validator set du Cosmos Hub dans sa version initiale, entre guillemets. On est sur une bêta publique, on va dire, sur la V1, dans lequel certains projets très alignés avec le Cosmos Hub, pour la plupart d'ailleurs financés par, vont louer intégralement la sécurité du Cosmos Hub. Alors ici, il y en a plein, hein, on va les voir plus loin, les Quicksilver, les Gravity Bridge, etc. Donc des services très alignés avec le Cosmos Hub qui vont tout simplement hériter de la sécurité de ce dernier. Faire une preuve de concept. Pour moi, l'Interchain Security, ça sonne encore très Atom actuel, c'est-à-dire vraiment OK, on commence à formaliser l'action du Cosmos Hub d'un point de vue économique. On n'est plus sur, bon, c'est gratuit, servez-vous et éventuellement rendez un peu. Là, on va être sur, OK, il y a une activité économique, elle est contractualisée, la sécurité coûte tant, vous payez, pas payez, etc. OK? Donc c'est très intéressant pour ma part de commencer enfin à formaliser sans jamais imposer. Comme on l'a dit ici, on est sur un système absolument permissionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposition verticale de vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il ne s'agit encore une fois que du reste de l'écosystème qui vient vers le Cosmos Hub et absolument pas l'inverse. Très important. La version Liquid Staking, donc ça, c'est nouveau. C'est arrivé parmi les derniers mois, c'est bien plus nouveau et plus récent que l'Interchain Security, et il y a beaucoup d'encre qui va couler à ce niveau-là, surtout par rapport aux oppositions qui sont faites par le camp Atom One, et pour ma part, certains de ces arguments, je les trouve relativement intelligents. On en parlera évidemment un petit peu plus loin dans ce truc-là, on fait juste un dégrossissement. Alors ça va être une vidéo longue les gars, je vous le dis, il y en a pour 1 heure, hein, c'est clair, au minimum. L'Interchain Scheduler. Ça, c'est très nouveau. Ça vient d'apparaître avec ce Cosmos Hub. Donc, évidemment, il va falloir qu'on comprenne bien tous les tenants et aboutissants de ce truc-là. Moi, pour ma part, j'ai attendu, effectivement, je n'étais pas sûr de tout comprendre. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir bien compris, mais je mets quand même une astérisque là-dessus. Hein. S'il faut, je referai une vidéo pour retoquer. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai compris de l'Interchain Scheduler aujourd'hui et l'Interchain Allocator. Voilà donc les 4 visions technico-économiques d'interprétation politique donc de ce gros changement de direction. Pour ma part, c'est là où je vais passer le plus de temps dans cette vidéo, puisque là, il s'agit donc de choses techniques, de choses qu'on peut voir, etc. Le politique étant beaucoup plus dans la nuance, on y en parlera de ces très fortes nuances politiques qui s'insèrent un peu partout dans ce white paper, mais ici, évidemment, donc avec toute la subjectivité que ça conditionne. Donc, allons-y, on fonctionne là-dedans. Voilà le stack technique économique que veut présenter le Cosmos Hub version 2.0. Bon, l'Interchain Security, comme on l'a dit, on a déjà parlé en large et en travers. Je trouve qu'il y a beaucoup de communication qui a été faite là-dessus et relativement bien faite. Je me plains souvent de dire que certains sujets sont hyper mal couverts, etc. Pour l'Interchain Security, franchement, c'est super bien couvert. Il s'agit juste de comprendre qu'il va y avoir 3 étapes intermédiaires, V1, V2, V3, et que clairement, l'Interchain Security complètement open bar et à mon avis, la rupture technologique viendra de cette Interchain Security et de sa version Mesh Security, très vendue d'ailleurs par le lead de Osmosis Network, Sunny Agarwal. Donc cette V2, V3 de l'Interchain Security, beaucoup plus modulable, ne verra probablement le jour que plus tard. Donc attention, encore une fois, toujours preuve de concept, V1, puis développement des fonctionnalités, V2, V3, et il faut s'attendre quand même donc à ce que la V3 soit pour ma part la rupture technologique d'un point de vue Atom, et Cosmos en général, hein. Donc là on parle d'écosystème Cosmos. Donc évidemment il y a de la compétition, comme on l'a dit, ça veut dire qu'une technologie qui n'est pas encore sortie est soumise au fait que des compétiteurs peuvent sortir une technologie meilleure avant. Donc attention, pour moi c'est là le principal risque. L'Interchain Security, c'est de loin celui qui accroîtra le plus de valeur au Cosmos Hub et à l'écosystème Cosmos en général, et déjà on va parler d'une première distinction politique, puisqu'il en est fait référence un petit peu plus loin de ce truc-là. On parlera dorénavant donc d'interchain, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors de l'écosystème Cosmos, qui sera un écosystème Cosmos aligné de près ou de loin à la volonté politique du Cosmos Hub. Donc déjà, première notion, l'écosystème Cosmos, c'est ce qui gravitera de près ou de loin, ou qui aura au moins une interaction économique avec le Cosmos Hub, soit via l'Interchain Security, soit le Liquid Staking, soit l'Interchain Allocator, soit l'Interchain Scheduler, soit l'IBC Relayer, etc., etc. Il s'agit donc de comprendre qu'il va y avoir un alignement politique du Cosmos Hub, et l'écosystème Cosmos, c'est ce qui sera aligné plus ou moins, puisqu'on le verra, il y aura différents degrés de composabilité à ce niveau-là.
Tout ce qui ne sera pas aligné avec le Cosmos Hub, mais qui utilisera le Cosmos Stack, donc Tendermint, les relayeurs ABC et le Cosmos SDK, restent des stacks techniques ouverts et gratuits. Et donc ceux qui utiliseront ça sans utiliser rien de tout ça, feront donc partie de ce qu'on va appeler dorénavant l'interchain. Et ça, c'est l'écosystème Cosmos. Ok, on va en parler un petit peu plus loin, mais donc comme il y a 4 acteurs, il s'agit donc de comprendre que celui qui utilise les 4, d'accord, lui, il est complètement aligné économiquement et politiquement donc avec le Cosmos Hub. Celui qui en utilisera qu'un des 4 et de façon mesurée, par exemple, l'interchain security sera modulaire, on pourra louer une partie de la sécurité. Celui qui en louera la majeure partie aura donc un intérêt économique très aligné. Celui qui n'en prendra qu'une petite partie aura toujours un intérêt économique et politique avec le Cosmos Hub, mais beaucoup plus limité. Donc là encore, ce que j'aime, c'est qu'on parle d'un axe, d'un gradient avec des intérêts économiques, d'alignement économico-politique, plus ou moins variables. C'est toujours à la demande. Et moi, j'adore ça. Je vous l'ai toujours dit. Donc j'aime beaucoup ce white paper Cosmos 2.0 parce qu'il est très intelligemment structuré. Sans jamais imposer quoi que ce soit, on permet à tout le monde de se positionner sur une échelle, tout en permettant tout simplement d'en avoir rien à foutre et de continuer d'utiliser gratos ces technologies. Très intelligent, donc pour ma part, il n'y a pas de friction, comme je l'ai dit, à l'adoption technique du Cosmos Hub, du stack technique. Il y aura encore une fois, à la volonté intégrale de l'utilisateur d'utiliser une partie des stacks techniques fournis par le Cosmos Hub. Ce qui est intelligent, c'est de comprendre que certains de ces modules vont être hub spécifiques. Et ça, c'est la première fois. C'est-à-dire qu'on l'a dit, c'est ce que je détestais le plus, par exemple, dans l'écosystème Polkadot, qui y avait du dot partout. Voilà. C'est ce que j'ai regretté malheureusement également, mais avec une moindre mesure, dans l'écosystème Vavax, où il fallait foutre du Vavax partout, beaucoup moins que le Polkadot, d'accord, mais cette rigidité de, si tu veux valider un subnet, il faut valider le main chain, et pour valider le main chain, il faut putain 2000 Vavax, c'est quand même un sacré investissement. Donc c'est de la rigidité. Là, c'est la première fois que donc ce white paper introduit cette notion de, il y a un truc que le Cosmos Hub fera que les autres ne feront pas. Des modules propriétaires. C'est la première fois, c'est hyper important. Les autres, non. Encore une fois, l'interchain security et le liquid staking, tout le monde pourra en profiter. C'est un stack technique commun. Le Cosmos Hub proposera l'interchain security et le liquid staking, et n'importe qui d'autre aura la capacité de le faire là aussi. Comme on l'a dit, les hubs seront nécessaires pour la scalabilité de l'écosystème Cosmos en général et de l'interchain, c'est-à-dire bien au-delà des alignements économico-politiques du Cosmos Hub. Je vous l'ai toujours dit, le Cosmos Hub sera un pôle économique, et il y en aura d'autres. Donc l'interchain security et le liquid staking, c'est ce qui permettra de créer d'autres hubs, et on le verra. Donc l'interchain security, pour moi, c'est de loin le plus facile à comprendre, le mieux détaillé, et celui qui accruera le plus de valeur. Le liquid staking, c'est clairement un gros débat, et on va rentrer dedans immédiatement. Il y a des risques inhérents avec le liquid staking, principalement donc le fait que, pour ma part, une grande partie de ce Cosmos Hub 2.0 repose sur l'assumption de l'adoption du liquid staking. Alors que moi, personnellement, à mon niveau, moi déjà, je suis franchement pas certain d'utiliser ce liquid staking. J'en trouve pas en son état actuel le ratio risque-rendement nécessaire pour prendre le risque de collatéraliser des jetons dans des pools qui peuvent être vidés du jour au lendemain et de me faire péter tous mes atomes juste parce que je les ai exposés à des pools de liquidité ou autre truc du genre. Pour moi, ça me paraît donc très compliqué dans l'état actuel des utilités qui peuvent être apportées au liquid staking. Et c'est là où ça pose problème, parce que je pense que c'est une bonne chose à moyen terme, mais qu'en l'état actuel, on est peut-être un peu prématuré sur l'adoption immédiate de ce liquid staking. Là où c'est très intéressant, encore une fois, et c'est pour ça que j'aime l'intelligence de ce white paper, c'est que, à mon avis, les fondeurs le savent aussi. Puisque, on va le voir après, l'adoption de ce modèle n'est pas en rupture. On est sur une adoption linéaire. C'est-à-dire que le temps va devoir se mettre en place pour cette transition. On n'est pas sur une transition à la merge, c'est-à-dire, boum, d'un coup on détruit toute l'inflation. Ça va être, on réduit l'inflation au fur et à mesure que la valeur est supposée donc s'installer à travers interchain security et liquid staking. Pour ma part, que la valeur soit amenée par le premier, je vois peu de risques à ce niveau-là. Le stack technique ici est connu et il y a déjà des utilisations prévues et déjà signées. Plus des utilisations futures qui sont des promesses. Et encore une fois, on l'a dit, après, il y aura tout le gradient de vous pouvez n'utiliser qu'une partie, c'est vraiment à la demande et ce sera à mon avis très intéressant. La partie liquid staking, le principal risque que je lui oppose aujourd'hui, c'est son risque de collatéralisation face à des utilités encore très limitées. Donc c'est là qu'il y a un gros point d'interrogation. Il va falloir réellement développer l'intérêt de ce liquid staking. Sinon, pour ma part, là, à court terme, mis à part ajouter des risques, pour un reward très hypothétique, je ne vois pas l'intérêt.
Donc le liquid staking, c'est un gros point d'interrogation, mais là encore, c'est une direction qui évolue par le Cosmos Hub, de dire il faut réfléchir à ce liquid staking, il va falloir apporter des utilités à ces jetons Atom, puisque à travers le temps, si l'interchain security ne parvient pas à compenser la perte de revenus qui était due au staking pur, hein, c'est-à-dire je fous rien, je ne fais que collatéraliser mes jetons et je reçois un taux d'intérêt, tout ça, ça va diminuer à travers le temps, normalement au profit des revenus d'interchain security, qui sont plus ou moins garantis, mais dont on ne connaît pas encore le montant. Et il faudra donc ajouter les épices sur le plat via, pour ma part, le liquid staking. Mais ici, c'est un gros point d'interrogation. En termes de gestion du risque, c'est là où pour moi, il y a la plus grande incertitude quant à la capacité réelle de produire de la valeur avec un risque maîtrisé à ce niveau-là. Ok, donc là, on l'a compris, sur le stack technique qui est utilisable par le reste du Cosmos Hub en général, pardon, de l'écosystème Cosmos en général et l'interchain, d'accord? Ce stack technique, l'interchain security et liquid staking, fait que pour ma part, le Cosmos Hub va jouer un premier effet de ralliement dans ce qu'il appellera donc l'écosystème Cosmos, avant qu'à terme, à mon avis, des compétiteurs arrivent à faire mieux, c'est-à-dire proposer de l'interchain security de meilleure qualité ou du liquid staking de meilleure qualité. Et dans ce cas-là, je pense que d'autres pôles économiques, dont les intérêts seront plus ou moins alignés avec le Cosmos Hub, voire pas du tout, naîtront, et dans ce cas-là, à mon avis, l'interchain commencera à exister. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un stack technique qui tourne autour de l'écosystème Cosmos et donc du Cosmos Hub, il y aura vraiment un interchain avec des intérêts économiques divers et variés. Mais là, on parle de horizon plusieurs années, à mon avis. Donc, on en a fini sur la partie stack technologique Cosmos. Une partie toujours libre, une partie qui n'est pas inhérente au Cosmos Hub, mais qui le sera dans un premier temps. C'est-à-dire que le Cosmos Hub, tout comme à l'époque était là pour faire la preuve de concept du fonctionnement de l'IBC, va aujourd'hui créer la preuve de concept d'intérêts économiques alignés entre différentes blockchains, applications spécifiques, dont une des applications spécifiques deviendra louer de la sécurité et apporter du liquid staking, apporter des services interconnectés. Et comme on l'a vu, à mon avis, le Cosmos Hub fera une preuve de concept avant que d'autres fassent pareil, plus ou moins bien, la vraie compétition sous sa forme la plus pure. Winner takes all. Voilà. Mais surtout, donc, comme je vous dis, cette partie-là est très facile à comprendre. Là où il y avait beaucoup à dire, et on en est déjà à 26 minutes de vidéo et on commence à peine à rentrer dans le dur, c'est la partie Hub Specific Functionality. Où là, attention, je ne l'ai pas vu venir, celle-là, du tout. Hein. Je m'attendais à une réduction de l'inflation dans le Cosmos Hub 2.0, etc. Tout ça, on l'a eu et on va voir le mécanisme de mise en place, qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais alors surtout, ça, je ne l'ai pas vu venir du tout. Et c'est bougrement intelligent. Alors, c'est ce que j'ai adoré de toute façon depuis le début chez les gars de Cosmos. Il y a plusieurs teams, on est vraiment sur une construction décentralisée avec tous les éléments qu'on a vus et revus sur la partie thread Twitter, c'est-à-dire c'est brouillon, ça discute, ça se prend la gueule. Voilà, c'est nécessaire, c'est ça la construction décentralisée. Donc on est sur un vrai projet décentralisé de A à Z, extrêmement intéressant en stack technique, et ça, franchement, très très intéressant. Je suis très curieux de voir où ça va nous mener ce truc-là, et je vais essayer de vous en faire une déconstruction primitive pour vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très très complexe. Mais donc, avant de rentrer dedans, une dernière chose, l'infrastructure globale, la construction de ce truc-là. Moi, j'aime toujours qu'il y ait une logique qui résonne avec des modèles qui ont déjà fait leurs preuves, bien au-delà de la crypto, etc. Moi, j'aime pas les triades. Parce qu'encore une fois, dès qu'il y a une triade, c'est qu'il y en a forcément un qui est foutu dehors. Autrement dit, la plupart des projets maximisent deux choses au détriment de la troisième. Sans vous la faire, hein, ça existe à plein d'autres niveaux. Un très très con qui m'a toujours amusé, la triade. Hein, je veux dire, ça fait déjà des années et des années que les humains fantasment sur les plans à 3, ça finit toujours à 2. Hein. Donc concrètement, ça sert à rien, c'est très instable les triades. Donc moi, j'aurais pas aimé un système économique, par exemple, Interchain Security, Liquid Staking, Interchain Scheduler. Le fait qu'on en ait 4 et surtout qu'ils sont donc équilibrés par paire, je trouve ça très 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 intelligent. Ça me permet d'imaginer qu'un modèle sera beaucoup plus stable sous cette forme-là. Surtout, comme je vous dis, je veux des interactions. Vous verrez que l'Interchain Scheduler et l'Interchain Allocator, ça a une forme de résonance certaine, dans le sens où elles sont effectivement hub spécifiques. L'Interchain Security, le fait qu'elle soit disponible pour les autres, font effectivement qu'il y a là aussi des mécanismes. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a aussi une intégration verticale. On verra l'Interchain Security versus le Scheduler, ce sont deux modules dont l'activité économique est très facile à calculer. À côté de ça, l'Interchain Allocator et le Liquid Staking, c'est là où les plus gros points d'interrogation se trouvent en termes de structuration du modèle économique. C'est là où concrètement, on a beaucoup de promesses, très peu de garanties.
C'est là où, effectivement, pour ma part, se trouve le rendement. Mais c'est aussi là que se trouve le risque. D'accord? Donc, pour ma part, il y a vraiment deux choses dont je suis pratiquement sûr dans ce white paper. C'est que l'Interchain Scheduler sera là, dans Atom 2.0. L'Interchain Security, c'est garanti également. Cela, c'est pour moi la base de valeur. Ça, c'est là où beaucoup de gens vont discuter. C'est là où il va falloir placer le curseur correctement d'un point de vue démocratique et décentralisé. Il va y avoir beaucoup de discussions autour de ces deux modules et comme par hasard, je ne me suis pas planté, c'est effectivement là que les discussions sont déjà en cours aujourd'hui. C'est là qu'il y a la plus grosse dissension dans l'économie. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent les plus gros risques, et c'est là que pourraient se trouver les plus gros rewards. Donc il va falloir utiliser ça correctement et c'est là pour moi que se trouvent les enjeux de négociation du Cosmos Hub V2. Voilà, donc ça, c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Ok, là, pour ma part, ça permet déjà, ça, de supprimer l'inflation du Cosmos Hub, mais, encore une fois, le rendement réel et l'utilité à moyen terme du Cosmos Hub, pour ma part, dépendra essentiellement de sa capacité à réaliser correctement la balance de risque de l'Interchain Allocator et du Liquid Staking. Pour ma part, les deux sont nécessaires, puisque sinon, si on en enlève un, on a un truc à 3, ça ne fonctionnera pas, et dans ce cas-là, on finira probablement sur ça, et ça finira par dégager à terme. Donc, quand je vous parle de cette intégration logique, pour ma part, il faut garder les deux, mais il va falloir trouver une vraie balance intelligente entre les deux pour que l'équilibre se forme sur l'ensemble. Mais c'est là qu'il va y avoir les plus grosses discussions, très clairement. Ok, alors donc on y rentre. Je vais aller très très vite, du coup je passerai très peu de temps sur l'Interchain Scheduler parce que bon, le modèle est complexe, mais sa compréhension est relativement simple et son modèle économique, enfin son apport de valeur, n'a à mon avis pas à être prouvé. Donc il y a deux choses, donc comme on l'a dit, l'Interchain Security, louer la sécurité, etc. L'Interchain Scheduler sera de dire toutes les blockchains qui ont un intérêt économique aligné avec le Cosmos Hub vont proposer des blocs dans lesquels on pourra proposer de vendre cet espace de blocs structuré dans une certaine forme, etc. Autrement dit, c'est acheter du MEV. Le MEV a fait beaucoup de bruit, par exemple, sur Ethereum, et clairement, cet alignement qu'en a fait le Cosmos Hub, je trouve ça d'une intelligence fracassante. C'est de regarder les problèmes de l'écosystème, cette extraction de valeur par la production du bloc, et surtout l'organisation des transactions dans le bloc, et d'en proposer une chose encore plus intelligente, c'est de dire, la vision de l'écosystème Cosmos et de l'Interchain, c'est de l'application spécifique. C'est de dire, on n'a pas un truc monolithique qui fait tout, on a plein de trucs qui réalisent des cas d'utilisation spécifiques avec leur gouvernance propre, leur tokenomics propre, etc. Le scheduler, ce sera de dire, on va se mettre en commun, on va se mettre ensemble, et toutes ces blockchains qui utilisent l'Interchain Scheduler du Cosmos Hub vont régulièrement et de façon prévisible proposer la construction intégrale du bloc à ce MEV Scheduler, qui tout simplement pourra être mis aux enchères, entre guillemets, et d'un coup, celui qui gagne cette enchère, d'accord, va avoir la capacité d'organiser les blocs sur la plupart de ces transactions-là, sur la plupart des blocs proposés dans l'Interchain Scheduler. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je vous dégrossis l'essentiel qu'il y a à comprendre. Il y a un énorme marché pour ça. Le MEV d'Ethereum en est la preuve, bête et méchamment. Donc il y a clairement des intérêts économiques à ce niveau-là, tout comme le système Polkadot a bien montré que la sécurité partagée avait clairement une utilité et des aspects économiques qui n'ont pas besoin d'être prouvés. Donc comme je vous l'ai dit, Scheduler et Interchain Security, il y a évidemment de l'argent à faire là-dedans, c'est clairement là. On va le voir maintenant. C'est quid de dans quelle mesure ça se produira au sein de l'écosystème Cosmos aligné autour du Cosmos Hub. Mais à mon avis, il y a peu de risques à ce niveau-là dans la compréhension de l'apport économique de ces structures. Ok, et du coup, passons du temps sur l'Interchain Allocator, parce que là, c'est là où ça se complique dramatiquement. Donc pour ma part, ça manque de profondeur aujourd'hui, et je pense que la plupart des opposants du coup à ce white paper n'auront de mal à demander un apport de précision à ce niveau-là. Mais voilà, entre guillemets, la principale chose à comprendre. Donc je ne reviens pas sur l'Interchain Security, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Mais voilà, on reviendra sur la partie Liquid Staking ici un petit peu plus tard. Mais voilà, donc l'Interchain Security, je vous ai dit, on passe. Ça a été, pour ma part, extrêmement bien couvert par d'autres personnes. Donc moi, volontairement, je couvrirai moins, dans le sens où c'est bien fait ailleurs. Avançons sur l'Interchain Scheduler, non pardon, l'allocator, Interchain Allocator. Alors, l'Interchain Allocator, on y est, voilà. Alors, je vous laisserai lire le truc, évidemment. Donc là, on est sur la partie MEV, ok, le Scheduler, et voilà, l'Interchain Allocator. Alors, donc, Economic Coordination and Long-Term Alignment, c'est là où, bouh, allez, on y va en termes de rhétorique politique.
et de champ lexical politique. Donc attention, on met les deux pieds dans le terrier du lapin blanc ici. Donc clairement, c'est là où il y a de la nuance qui va être apportée. C'est là où, pour ma part, se trouvent les plus grandes incertitudes de ce white paper. C'est là où, pour ma part, les opposants, tout comme ceux qui sont plutôt en intérêt avec ou qui sont plutôt alignés avec la vision de ce truc-là, vont demander énormément de précision, puisque comme on l'a dit, c'est une histoire de ratio risk-reward. Et pour ma part ici, j'ai du mal à voir le reward, je vois bien le risque, dans le sens où il me faudrait beaucoup plus de garanties à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont vu la plupart des critiques constructives, pour ma part, autour de ce projet, avec lesquelles je suis totalement d'accord. Allez, donc TLDR sur la coordination économique de l'Interchain Allocator. Donc là, le principe, c'est de dire, nous allons constituer une Treasury Cosmos qui sera donc alimentée en jetons Atom, d'accord ? Il s'agit donc de créer de nouveaux jetons, et c'est là que la plupart des gens ont été en désaccord profond avec ce truc-là, ou en tout cas avec sa mise en application actuelle. Mais le concept de la Treasury, je le trouve très intelligent. La question ici, c'est de rapporter de la sécurité dans la modalité économique, réduire le risque, et voir effectivement si le reward est bien là. Mais l'intérêt, pour ma part, est très intelligent. C'est de créer des intérêts économiques alignés. Je vais même vous faire le plus simple de ce que moi j'en retiens de ce truc-là. C'est ni plus ni moins que le modèle de l'airdrop actuel, mais contractualisé. C'est de dire, on l'a vu, les airdrops, ça ne peut pas fonctionner entre ceux qui airdropent pas au final, c'est-à-dire ça demande des tokens, puis il n'y a aucune garantie derrière. Voilà, tout ça, à mon avis, c'est mort. Ce que veut faire le Cosmos Hub, c'est continuer, c'est-à-dire financer certains projets dont les intérêts économiques et politiques sont vus comme alignés avec le Cosmos Hub. Là où ça devient très politique, c'est qu'on va avoir la constitution d'un écosystème de gouvernance politique dans le Cosmos Hub qui va permettre d'allouer cet Interchain Allocator. Normalement, ça finira toujours par un vote de gouvernance avant de faire quoi que ce soit, mais il s'agit déjà de comprendre qu'on reconstitue des schémas politiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des classes de gens qui peuvent réaliser certaines choses. Des gens qui vont proposer, etc. Mais encore une fois, vision Cosmos, quoi qu'il arrive à la fin, rien ne sera dépensé sans le vote des gens en bas. Mais là, c'est de dire, d'ores et déjà, on part du principe que la construction politique du Cosmos Hub ne peut pas se faire avec une extrapolation horizontale infinie. Concrètement, les utilisateurs ou les holders Atom n'ont pas la capacité d'interpréter toute la profondeur de tous les projets, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, hein. Ce sont des stakeholders. C'est tout comme on va vous dire, dans une entreprise, il faut quand même un board of directors, des gens qui connaissent tous les détails croustillants de la boîte, au-delà des simples gens qui ont un intérêt économique à l'apport du token. C'est de reconstituer, pour ma part, ces modèles-là. Alors oui, effectivement, ça va déplaire à certains, cette volonté politique, et clairement là, c'est le gros red flag pour toute la version Atom One, et on verra que les propositions qui sont faites version Jake One sont apolitiques au possible, et rejettent catégoriquement cette volonté politique que prend le Cosmos Hub. Pour ma part, je comprends le modèle économique, il est juste, encore une fois, normal. Il est de dire qu'à la maturité d'un écosystème, les intérêts économiques se complexifient à tel point que la base de la structure ne peut pas complètement comprendre l'intérêt des enjeux. Certains critiqueront ça, mais encore une fois, tous les modèles politiques se sont toujours structurés de cette façon. On peut tout à fait vivre l'anarchie à 50 personnes. Dès qu'on est 100, il faut commencer déjà à avoir un chef qui organise. Dès qu'on est 1000, il va falloir que ce chef élise lui-même des représentants qu'il estime dignes d'eux, etc. Et vous voyez qu'ainsi de suite, plus la base s'élargit, plus on crée des castes. Donc pour ma part, c'est essentiel, c'est juste inévitable que cette volonté politique arrive dans le Cosmos Hub au fur et à mesure que sa place dans l'écosystème et son écosystème proche, donc l'écosystème Cosmos, et son influence autour de l'Interchain, tout le reste. Pour ma part, oui, clairement, il va falloir une volonté politique, c'est qu'une question de temps. Donc c'est là où je suis en désaccord avec la vision de Jake One, qui est très puriste, on touche rien et surtout pas de politique, puisqu'à mon avis, c'est qu'une question de temps avant que la politique s'immisce dans l'économie de toute façon. Étant donné la scalabilité très large de ces projets-là, il y aura de toute façon une forme de verticalité politique. Comme on l'a dit, ce qui est important, c'est qu'ici, on dissocie les deux. Il n'y a pas de verticalité économique. La verticalité économique, c'est la distribution du token supply, point barre. Mais en termes de choix politique, on va créer certaines classes de gens qui vont pouvoir faire certaines activités. On y reviendra derrière après. C'est la partie, donc, comme je vous dis, qui ne plaît pas du tout à Jake One, mais là, je suis plutôt en désaccord avec lui. Je pense que c'est inévitable de toute façon. La scalabilité horizontale de l'activité économique nécessitera inévitablement une verticalité et une classification, une stratification des activités politiques au sein du truc. Ce qui est important, par contre, c'est que les activités économiques et politiques ne soient pas liées, puisque ça, c'est exactement le putain de système qu'on a aujourd'hui. Bref, donc, avançons.
Ce que ça fait concrètement, c'est donc, comme on l'a dit, ce treasury sera managé par une instance politique avec différentes classes. On donnera le détail de ce truc-là plus tard. Mais donc, il y a une classification politique. À la fin, de toute façon, c'est un vote de gouvernance qui permettra d'allouer ces tokens qui sont dans le treasury. À la base, ce sont des atomes qui seront dans le treasury. Et, via ce système de représentativité politique puis de vote de gouvernance, une partie des atomes de ce treasury pourra être échangée contre une autre devise, dont les intérêts politico-économiques sont alignés, etc. Et il y aura donc, à l'intérieur de cet interchain allocator, une fonction, alors normalement je crois qu'elle est décrite un petit peu plus bas dans ce truc, de rebalancer. C'est-à-dire que concrètement, on pourra définir des règles de gouvernance entre ces deux treasuries. C'est-à-dire, quand on va faire un accord de treasury, il y aura une treasury dans le Cosmos Hub et une treasury dans cette autre blockchain. Ces treasuries seront donc liées via ces deux mécanismes, d'accord? Donc le Covenant, c'est ni plus ni moins qu'une smart contractisation du système d'airdrop, qui est de dire il va falloir avancer un financement, mais il faudra qu'il y ait des rétributions, et sous quelle forme, etc. Il y aura un rebalancer qui servira donc très probablement à mettre en place les choix définis par le Covenant, qui seront de dire, par exemple, si la chain X, dans son financement, décide de vendre les atomes de son treasury, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Le Cosmos Hub va vendre les coins X pour racheter les atomes, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est la chose qui a été absolument mal comprise par la plupart des gens. Raison number one, je suis désolé, je vais vous taper dedans violent, les gars, mais encore une fois, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur les modèles économiques. Ceux qui disent « mais c'est inacceptable, 20% de dilution pour le token holder atom, émettre 20% des jetons, c'est perdre 20% de valeur sur les jetons en circulation. » Oh bordel, encore une fois, fermez vos gueules si vous comprenez rien. Donc, on va faire simple, d'accord ? Je simplifie grandement ici, mais suffisamment pour démonter cet argument fallacieux. Donc, pourquoi il n'y a pas de dilution de la valeur du Cosmos Hub, malgré l'émission de X% de supply ? Puisque, on l'a dit, il faudra remplir le treasury. Maintenant, je suis tout à fait d'accord sur le fait que certains ont dit que 20% de dilution, c'est beaucoup trop, c'est pas possible, il nous faudra des garanties avant, et je suis d'accord. Il va falloir revoir ce chiffre et la façon avec laquelle on va remplir ce treasury. Mais est-ce que le treasury lui-même est très intelligent ? Franchement, oui. Voilà pourquoi. Donc, il n'y a pas de dilution de la valeur, puisque, comme on l'a dit, il s'agira donc de créer des atomes qui auront une valeur associée, encore une fois, mais il s'agit de comprendre que ces tokens ne seront jamais mis en circulation. Il n'y a pas de dilution de la valeur, dans le sens où j'émets effectivement peut-être 10 atomes de plus, d'accord, bon, voilà, mais c'est de comprendre que ces atomes ne sont pas mis en circulation. Ils sont collatéralisés contre une valeur équivalente de jetons X. Ça veut dire, je te donne 10 atomes, mais je reçois peut-être 100 jetons X, qui ont une valeur d'1 pour 10 au marché avec des atomes. Ce qui veut dire que si tu vends les atomes, moi je vends les coins X et je récupère la même valeur. Il n'y a pas de dilution, bordel. Ces jetons n'entreront jamais en circulation. Il y a un moment donné où ces atomes peuvent entrer dans le marché, mais ils seront normalement rebalancés par le rebalancer, qui vendra la valeur équivalente en coin X pour racheter ces atomes. Donc ces atomes n'entrent jamais en circulation en termes de valeur. Ils touchent le marché, oui, mais uniquement généralement pour être rachetés par le rebalancer. C'est ça la réalité. Il s'agit même de comprendre que la plupart du temps, ceci ne sera même pas fait via les exchanges. Ça ne passera pas dans le marché. La plupart du temps, il y aura des échanges de valeurs entre ces rebalancers qui ne passent pas par une phase de marché. Sauf s'il y a effectivement besoin d'un transfert de valeur non équitable. Mais la plupart du temps, ça va être de dire, bon ben ok, je te rends des atomes, tu me rends des coins, machin. Et ça passe pas par un marché. C'est une fucking transaction IBC. Donc il s'agit de comprendre tout ça. L'interchain treasury, elle va fonctionner via les modules IBC et Dieu sait qu'on va pouvoir en faire des choses avec ces trucs-là. Il n'y a pas de dilution de valeur, sauf s'il y a une mauvaise allocation. C'est-à-dire si on envoie des atomes dans une chain X qui, pour une raison X ou Y, n'arrive pas à se constituer, ça sort jamais. Et ces gars-là ont utilisé des atomes pour financer leur développement, soit parce qu'ils les ont collatéralisés, ou etc. Et du coup, ces atomes perdent de la valeur. Concrètement, là, il y a perte de valeur dans le Cosmos Hub. Là, il y a eu dilution. On a créé des jetons qui ne seront associés à aucune valeur économique. Donc concrètement, ça dilue la valeur des autres jetons. Point barre. Ça, c'est là où on perd de l'argent. Clairement, donc, la dilution de valeur des tokens atomes, malgré l'émission de nouveaux jetons, n'est que pure fallacieuse dissension. C'est juste de dire, c'est si cet argent est mal alloué, et c'est là où on revient sur cette structure politique, si ces gars-là
qui sont supposés faire un super taf, puisque du coup, ils ont des pouvoirs supérieurs dans structurer les demandes de ce Cosmos Treasury. D'accord? Pour qu'il y ait une allocation du Treasury, ça devra passer par une acceptation de ces gars en haut, puis celle-là, et enfin l'acceptation, comme on dit, des token holders. Et on n'est pas du tout sur une imposition verticale, on est juste de dire, ces gars-là vont filtrer les demandes. D'autres gars en dessous vont structurer les projets économiques. Et les troisièmes et derniers devront voter pour dire « Ok les gars, vous avez fait un good job, on envoie la thune. » Ok? Donc attention, hein, on n'est pas dans le modèle politique vertical comme on a aujourd'hui, où des mecs nous font du 49.3 dans la gueule et on n'a rien à dire. D'accord? Là, quoi qu'il arrive, en tant que token holder Atom, à votre pouvoir relatif dans la gouvernance, hein, ça dépend combien de jetons vous avez, et ben, tout simplement, vous pourrez bloquer ou faciliter le passage de certains trucs. Voilà comment il s'agit de comprendre. C'est là où l'aspect politique il est. C'est que si la politique fait mauvais usage de cette allocation, clairement, on va diluer les jetons Atom. Si c'est pas le cas, et c'est plutôt ça l'intérêt, c'est de dire si ces gars-là font un bon boulot, c'est-à-dire, fini ces conneries d'airdrop n'importe comment, etc. On a des airdrops cadencés, réglementés, conditionnés à des échanges de valeurs via ce qu'on a vu, ces deux modules, c'est-à-dire le module Covenant et Rebalancer. Si ces deux-là sont utilisés correctement, ce qu'on a ici, c'est ni plus ni moins que ce que appellent les Aki et Maniane, etc., un Cosmos Hub as a fund, c'est-à-dire que le Cosmos Hub a X% de sa market cap, alors eux ils demandent 20%, mais ce sera probablement retoqué, sera allouable via ce système de treasury. Le but ici, c'est que l'intérêt économique soit positif, c'est-à-dire que le risque pris par les jetons soit compensé par un reward supérieur. Si tel est le cas, mais comme on l'a dit, c'est plus qu'une cerise sur le gâteau. C'est clairement là que le Cosmos Hub va gagner beaucoup de valeur s'il arrive à créer de l'activité économique positive, malgré le risque qui est pris quand on va déléguer ces tokens Atom à la Chain X, mais avec, encore une fois, des contrats économiques. On n'est plus ici sur « Ok, je te donne et tu me donneras un airdrop ». Là, tout est formalisé. C'est « Code is law ». Et moi, j'adore ça. Je pense que c'était nécessaire. Maintenant, il va falloir clairement jeter les deux pieds tout de suite dans la mare ici. Le problème, c'est clairement les montants. Pour ma part, 20% d'allocation du Treasury, 20% de la taille du Cosmos Hub en Treasury, c'est peut-être beaucoup. C'est surtout, à mon avis, ce qu'il est important de stipuler, c'est que, à mon avis, et c'est la discussion qui est en train de prendre aujourd'hui, enfin c'est la tournure que prend la discussion actuellement, il va falloir le faire de façon progressive. Faut clairement pas alimenter le Treasury comme ça d'un coup. Il va falloir des garanties par rapport aux risques de dilution qui sont effectivement là. Mais pour ma part, c'est pas du tout mauvais. Et encore une fois, les 20% de jetons qui sont dans cette treasury ne peuvent servir qu'à une chose, jamais atteindre le marché. Hein. Ces trucs-là ne fonctionnent que via les règles qui auront été définies à l'intérieur du truc. Ça veut dire que ici, la Chain X qui aura des atomes dans son treasury, selon les règles qui auront été mises en place, elle pourra peut-être de temps en temps en vendre une partie, par exemple, sur le Osmosis, mais les règles à l'intérieur du treasury seront définies. Et la Chain X ne peut pas modifier ces règles après sans l'accord de la Chain A. Donc il s'agit de comprendre que les atom holders ne peuvent en aucun cas se faire baiser. Tout fait partie de l'accord commercial qui est mis entre ces deux blockchains. Si dans cet accord-là, il est dit que les jetons qui sont dans le Treasury ne peuvent jamais être envoyés via de l'IBC hors du Cosmos Hub, ça ne marchera pas. Concrètement, cette blockchain-là ne peut pas vendre les tokens pour se financer ou dumper les atomes, etc. D'accord? Tout sera contractualisé. Donc là, encore une fois, c'est là où moi je veux beaucoup de précision technique quant aux capacités de ce stack, avant qu'on commence d'ores et déjà à créer ces jetons de la Treasury. D'accord? Mais il faut bien comprendre que ce qui est voté aujourd'hui, c'est est-ce que ce que vous voulez pour Atom 2, c'est qu'on travaille dans cette direction? Le vote d'Atom 2, c'est pas « pouf, allez, on y va, on génère des tokens tout de suite ». C'est « est-ce qu'on développe dans ce sens-là » Pour ma part, la réponse, c'est un grand fucking oui. Mais il va falloir revoir les modalités d'application économique. Et ça, on va en reparler juste après. Allez, on continue. Donc, le deuxième truc qui est très problématique et dont on a parlé, c'est la partie liquid staking. Donc on y revient sur la partie liquid staking. Le but ici est donc de créer deux intérêts économiques, comme on l'a vu, l'interchain security et la partie liquid staking. L'interchain security étant le plus haut niveau d'intégration économique, avec toutes les variables qu'on a vues via les security V2, V3, ok. Mais clairement, là, c'est tous les intérêts économiques à proximité immédiate de l'interchain du Cosmos Hub, c'est-à-dire des tokens comme par exemple Neutron, qui sera un hub Cosmoasm, c'est un Juno qui aura la sécurité du Cosmos Hub. Vous avez tout ce qui est donc derrière les protocoles
de liquid staking, donc les Stride, Lido qui est en train de construire son hub, on a Quicksilver ici également, d'accord. Tous vont louer la sécurité du Cosmos Hub pour sécuriser, d'accord, le liquid staking. C'est bien, c'est une forme de garantie, mais pour ma part, c'est pas suffisant non plus. Comme on vit dans le monde de code is law, s'il y a un problème dans le code de Stride et que pour une raison X ou Y, les ST atomes se font péter la gueule, le PEG va sauter et concrètement, vous récupérerez moins d'atomes si on vous les pète pas non plus. Donc pour moi, il y a toujours un risque ici quant à la jeunesse de ces protocoles. Il y a introduction d'un tiers de confiance. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à des protocoles relativement jeunes dont je ne suis pas encore sûr de comprendre les intérêts économiques. D'accord ? Je pense qu'ils seront là à terme, mais pour l'instant, je ne vois moi aussi que les risques. Mais il s'agit de comprendre que, comme on vient de conclure juste avant sur la partie de l'Interchain Allocator, il ne s'agit pas de dire « Allez, les deux pieds dans le plat, les gars, on mise tout sur le liquid staking, etc. » Non, là où on mise tout, c'est l'Interchain Security. Et ça, on sait que ça va fonctionner et qu'il y a des utilités économiques immédiates. Par contre, le liquid staking, c'est comme on l'a dit, c'est le cherry on top. C'est le truc qui est là pour apporter du rendement en plus. Mais il faut faire attention aux risques. Je comprends qu'aujourd'hui, tout le monde ne voit que les risques. Moi, le premier. Puisque je ne vois aucune garantie de reward, mais je vois que les risques. D'introduire une contrepartie dont le code pourrait merder et je me fais péter mes atomes au final et fuck, c'est pas ce que je voulais. Mais il s'agit de comprendre que d'un point de vue vision économique, et c'est là où j'aime beaucoup ces gars-là, c'est qu'ils ont déjà vu plus loin. On aurait pu se limiter à l'Interchain Security et l'Interchain Scheduler. Ces deux-là, on sait qu'ils vont apporter de la valeur, c'est clair. Et à eux deux suffisent déjà, à mon avis, pour supprimer l'inflation d'atomes. Mais pensez d'ores et déjà à la direction à venir derrière, qui est encore en développement et qui devra faire ses preuves. Je trouve ça très intelligent. Parce qu'à mon avis, effectivement, dans le gradient d'interaction économico-politique avec le Cosmos Hub, utiliser les atomes liquid stake, ça peut être une forme de valeur non contrainte, comme ce sera le cas dans l'Interchain Allocator. L'Interchain Allocator, tout sera contractualisé. Tu pourras avoir X atomes, mais il va falloir déposer X machin. Le rebalanceur ira effectivement rebalancer ce truc-là peut-être toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Il n'y aura pas d'extraction de valeur, sauf si elle a été contractualisée. Voilà pourquoi, là aussi, ceux qui vont émettre ces contrats vont devoir savoir de quoi ils parlent. Voilà pourquoi il y a cette organisation politique de l'Interchain Allocator. Mais c'est très intéressant de comprendre ça. C'est essentiel de comprendre ça. Pour ma part, il y a une vraie interaction entre l'Interchain Security et le liquid staking. Tout comme il y a effectivement cette interaction, comme on l'a vu, à l'aspect horizontal ici. C'est de dire très clairement, notre Interchain Security et son liquid staking ont beaucoup de choses en commun. Elles apportent des différents degrés d'intégration. Le liquid staking est beaucoup plus libre, puisque là, c'est le token holder qui choisit. D'accord ? Au niveau de l'Interchain Allocator, c'est les élus, entre guillemets, qui fabriquent les drafts et font redescendre l'information jusqu'à ce qu'il y ait un vote en bas. Au niveau du Liquid Stake Atom, c'est toi qui vois. Si tu veux apporter la valeur de tes atomes pour supporter Celestia, par exemple, tu pourras le faire. Agoric, etc. Là, on n'est plus nécessairement alloué au choix vertical de cet aspect politique. On est sur le token holder fait ce qu'il veut de ces Liquid Staked Atoms. Il peut aller chercher lui-même un rendement supérieur avec une prise de risque. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est hyper intelligent. Moi, je trouve évidemment que cette dualité de prise de risque, une partie qui est communautaire et qui est supposée être faite en bonne intelligence pour générer de la valeur plus que du risque, et la partie perso, chacun y va avec son petit liquid staked atom, il n'est pas obligé de le faire, mais s'il veut le faire, c'est lui qui choisit où il va aller les allouer. Et ça, pour ma part, c'est un modèle économique totalement logique. Donc moi, je ne veux pas vous biaiser, mais je sais que j'ai vu franchement beaucoup de critiques sur ce modèle. Et j'ai des critiques à émettre. Pour l'instant, la plupart de ces critiques ont été levées, dans le sens où, pour moi, là où il y avait le plus de problèmes dans ce modèle-là, c'est dans sa mise en application. Et particulièrement, on va le voir, c'est ici, d'accord ? C'est de dire, dans ce modèle-là, hop, alors on redescend. Ouh là, déjà, il y a eu plein de choses qui ont été rajoutées. Il faudrait que je vois un petit peu. Ok, donc ça, c'est la partie politique. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, on est déjà à 53 minutes, donc je vous laisserai lire, hein, d'accord ? Mais c'est globalement la construction du modèle en strat, donc je vous laisserai regarder tout ça.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là... Ah, bah, ils l'ont retiré. Voilà. Bon, bah, du coup, vous voyez, ils l'ont retiré. Donc, moi, la partie qui me faisait chier, c'était vraiment la partie très économique, de dire, le jour où on vote, et sur une durée de X années, on réduit l'inflation, puis on génère tant pour le Interchain Treasury, et des trucs comme ça. Bon, bah, vous savez quoi? On va faire simple, en fait. Toute cette partie qui était chiante, pour moi, c'était pas bon. C'était de dire, je veux pas de ces trucs-là, je n'ai que des risques déjà mesurés dans le temps, alors que je connais pas les rewards. Donc, il va peut-être falloir qu'on ajoute un petit peu de gouvernance à ce niveau-là. Par contre, je vais franchement pas vous mentir, moi, l'aspect économique du Cosmos Hub 2.0, dans son état actuel, c'est-à-dire, je le dis là encore, pour moi, il y a des zones d'ombre quant à l'activité économique réelle qui sera générée par la partie Interchain Allocator et Liquid Staking. Il y aura des garanties à apporter ici pour que le risque ne dépasse pas le rendement. Ça, c'est clairement sûr que ça fonctionnera. Donc, voilà pour ma part la vision du Cosmos Hub 2.0. Où se trouvent les risques? Où se trouvent les intérêts économiques? Est-ce que ça a été construit intelligemment? Et surtout, franchement, est-ce que ça fonctionne en termes de modèle économique? Pour ma part, c'est un grand fucking yes. Par contre, il y avait d'énormes problèmes quant au montant, aux distances, dans le temps, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, moi, clairement, est-ce que je vais voter oui à la direction que prend la proposition économique Atom 2? Oui. Vous ferez en âme et conscience. En tout cas, j'ai espéré aujourd'hui vous avoir montré ce que vous avez besoin de savoir, c'est-à-dire les pour, les contre. Moi, comme d'hab, j'ai pas préparé cette émission, les gars. C'est-à-dire, c'est enregistré one shot, rien n'est coupé, etc., etc. Et en fait, la plupart des risques que j'allais mentionner sont ceux qui ont été retirés. Donc, à partir de là, moi, c'est de dire la mise en application économique doit rester modulable, ce qui n'était pas le cas dans la première version de ce white paper. Donc, là, ce que j'ai en face de moi, c'est plutôt positif. Mais il va falloir clairement qu'on demande des contreparties par rapport à la prise de risque de l'Interchain Allocator et du Liquid Staking, sachant que celui-ci nous est imposé, celui-là ne l'est pas. Donc pour moi, la plus grande partie des risques à la négociation, elle va se faire sur celui-là. Le Liquid Staking, de toute façon, c'est est-ce que tu vas l'utiliser ou pas. Moi, je vous l'ai dit, d'un point de vue immédiat, ce sera probablement non par rapport à la jeunesse de ces projets, et surtout le fait que je ne vois pas le reward, je vois que le risque. Donc moi, voilà, j'attendrai peut-être un petit peu de maturité de ce point de vue-là, mais je pense que ça finira par devenir quelque chose. Voilà. Sur la deuxième partie, donc, puisqu'il y aura clairement une V2 à cette vidéo, on parlera bien plus en détail de la partie donc Atom 1 qui a été proposée par Jake One, qui, sans vous faire le TLDR in here, propose d'introduire un deuxième token pour apporter donc de la modularité sans enlever encore une fois son aspect pur au Cosmos Hub. Donc on va voir un petit peu tout ce truc là, on étudiera. Encore une fois ici, no spoiler, il y a des solutions économiques très intelligentes. Voilà pourquoi je vous résumerai l'essentiel de ce qu'il y a. Moi, je pense qu'il y a du bon à prendre dans les deux. Je pense qu'il y a clairement beaucoup de risques qui sont pris par la version Atom 2.0 et qu'il va falloir clairement qu'on apporte des sécurités quant à ces différents risques pris et particulièrement celui sur lequel la gouvernance sera plus stratifiée. Donc il faut faire très attention à l'Interchain Allocator. Mais encore une fois, je suis plutôt quelqu'un de naturellement positif. Je ne pars pas du principe qu'une liberté sera forcément exploitée de façon dramatique. Donc je pense qu'encore une fois, c'est pas trop mal et que l'histoire des régimes politiques a toujours montré qu'une organisation sociale avec un grand nombre d'individus ne peut pas se constituer autrement que par des constitutions de strates. Donc pour ma part, je ne suis pas choqué par cette virage politique d'Atom 2.0. Maintenant, c'est vrai, et je le comprends clairement, que des puristes comme Jake One aient juste envie de crier sur tous les toits, étant donné le changement assez radical et à 180 degrés du minimalisme du Cosmos Hub qui est défendu par la team Jake One. Maintenant, c'est la balle est dans leur camp. Et clairement, je vous invite à regarder cette vidéo où, pour ma part, je partais de façon très biaisée en me disant « Bon, Jake One va nous sortir ces trucs d'altermondialistes, etc. » Eh bien, en fait, pas du tout. J'ai été extrêmement positivement surpris par les arguments qui ont été apportés par Jake One. Donc maintenant, je suis très curieux de creuser sa version des faits pour essayer de trouver une forme de consensus au milieu. Mais est-ce que j'aime la version Atom 2.0? Franchement, oui. J'avais des inquiétudes sur certaines mises en application, elles ont été intégralement retirées. Maintenant, est-ce que la vision et la logique derrière ce white paper sont bonnes? Pour ma part, c'est un grand oui. On fera donc une V2 pour parler d'Atom 1. Donc, la V1, c'est pour Atom 2, la V2, ce sera pour Atom 1. Allez, on est à 58 minutes, je pense qu'il est temps de se laisser. En tout cas, donc voilà. En l'heure et date actuelle,
Nous avons un seul vote qui constitue à dire, à mon avis, c'est plutôt pas mal dans le sens où ça apporte des garanties de pas de passage en 49.3, de demander une supermajority. C'est la garantie qu'on aura une adoption massive des protocoles qui seront proposés et pas un passage en force. Attention, le risque, c'est que si on ne trouve pas d'accord, obtenir 66% des votants, ça va être compliqué et ça pourrait très bien créer une forme d'immobilisme. Voilà pour risk-reward. La proposal number 82 revient donc à l'adoption des modèles économiques proposés dans le white paper Atom 2.0. Donc, comme on l'a dit, c'est cette organisation en 4 chevets, avec beaucoup de complémentarité entre certains, beaucoup de risques pris par certains, mais en espérant produire des rewards derrière. Mais voilà, comme on l'a dit, attention à la modalité économique d'application. Ces modalités économiques d'application ont été retirées du Cosmos V2, là. Donc très clairement, ça veut dire qu'elles sont de nouveau ouvertes à la discussion, et ça, pour ma part, c'est un bon point. C'est ce qui avait été rejeté en bloc par la plupart des opposants, et moi y compris, je trouvais ces modèles d'application hors sol complets. Il va falloir les redéfinir, mais par rapport à la structure de la direction que voudrait prendre cet Atom 2.0, pour moi, ce sera oui. À vous d'en juger, je vous laisse voter en âme et conscience. Il va de soi que le proposal 83 ou à la suite viendra pour la partie Atom 1. Partie Atom 1 dont je m'engage dès la présente à vous proposer une vidéo qui, je l'espère, restera tout aussi objective que celle-là. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de présenter les bons côtés des projets sans ignorer les risques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao!